Effectivement, édition spéciale suite de cette émission. Nous sommes donc à Albi où se déroulent les Assises nationales des départements de France et nous sommes avec François Sauvadet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, François Sauvadet, président du département de la Côte d'Or et président de l'Assemblée des départements de France. On va bien sûr longuement parler des enjeux de ces Assises nationales et de la venue de Sébastien Lecornu ici à Albi. Mais d'abord un petit mot, puisqu'hier la France commémorait les 10 ans des attentats du 13 novembre et les départements se sont associés à cet hommage. C'était important pour vous en ce jour ? Oui, c'est important parce que vous vous souvenez tous, on a été profondément, terriblement choqués par les images de ces attentats et ces familles brisées. Et nous avons tenu à rendre hommage à tous ceux qui ont été victimes de cette folie aveugle, de ce terrorisme islamiste que nous devons combattre résolument. Et quand on commémore des événements comme cela, on se dit que nous devons individuellement participer de ce combat dans la lutte contre tous les comportements complètement fous et réaffirmer les valeurs de la République qui sont des valeurs universelles. Donc on a observé tous une minute de silence et j'ai voulu aussi qu'on rende hommage à nos forces de police, nos forces de gendarmerie, nos forces de sécurité intérieure, nos pompiers, tous ceux qui concourent, nos sauveteurs, nos équipes, nos SAMU, tous ceux qui concourent à la prise en charge et à la sécurité de nos compatriotes et réaffirmer la confiance des départements de France à tous ceux qui assurent la sécurité du quotidien. Je crois que c'était ce double message que nous devons pour réaffirmer qu'ensemble nous formons une République qui ne doit pas s'abandonner aux démons de l'extrémisme. On va parler de ces assises nationales. Le Premier ministre Sébastien Lecornu est ce matin à Albi. C'est lui qui prononcera le discours de clôture de vos assises. Est-ce qu'il aura face à lui des présidents de départements en colère ? Oui, vous savez, ça fait 3 ans que j'alerte l'ensemble des gouvernements successifs. On est dans une situation politique à tout le moins inédite, pas de majorité. Les ministres passent plus vite que n'avancent les dossiers. Donc évidemment, ça nous place tous dans une situation d'incertitude. Les forces économiques, vous avez vu, certains renoncent à embaucher parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être grignotés ou mangés demain. Et puis nous aussi, ça nous place dans une situation d'incertitude parce que nous n'avons aucune réponse alors que nous sommes face à des enjeux qui deviennent colossaux. J'ai même dit ce matin à un certain nombre de mes collègues que c'était une partie du destin français qui est en train de se jouer en ce moment. D'abord, on a besoin d'un budget. On a besoin d'un budget parce que nous ne pouvons plus, nous les départements, faire face aux dépenses qui nous sont imposées par l'État et notamment des dépenses de solidarité. Vous le savez tous, on verse des prestations pour les personnes âgées, pour les handicapés et pour le RSA. L'État ne nous compense pas, cette dépense explose. Et on va en parler, François Sauvadet. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est une partie du destin de la France qui est en train de se jouer ? C'est pas seulement l'avenir des départements qui est en jeu ? C'est à travers l'avenir du département, c'est aussi des pans entiers de nos investissements du quotidien et des services publics de quotidien qui vont tomber. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La dépense sociale qu'on nous impose et qui a augmenté et qu'on continue d'augmenter, donc moi je vais redire au Premier ministre, il faut d'abord arrêter de charger la barque. Quand je vois que l'Assemblée nationale, débridée dans ses votes, continue d'augmenter toutes les prestations alors que nous n'avons pas les sources de financement, mais je leur dis, mais attendez, dans quel monde sommes-nous ? Il faut absolument, et je l'ai lancé hier, un appel à la responsabilité, c'est pas que le gouvernement. Le gouvernement, aujourd'hui, il est pieds et mains liés aux décisions de l'Assemblée nationale, notamment. J'ai lancé un appel à la responsabilité de l'Assemblée nationale. Quand on a un tel déficit, on ne peut pas continuer de charger la barque et nous laisser seuls, puisque l'État ne contribue pas au versement des prestations. Donc aujourd'hui, ce qui est en jeu, quand je parle de destin national, c'est que le système des solidarités est en train de s'effondrer. Et nous sommes les premières victimes puisque l'État ne nous compense pas. Et puis deuxièmement, c'est les conséquences. Nous sommes devenus le bouclier du monde rural. On entretient les routes départementales, 380 000 kilomètres, des ponts, 100 000 ponts. On s'occupe des SDIS, nous sommes le principal financeur face au changement climatique. On aide les communes. Demain et dès aujourd'hui, nous ne le pouvons plus. Donc personne ne pourra dire on ne savait pas. J'ai écrit personnellement au nom des départements de France à tous les députés, à tous les sénateurs. J'ai eu l'appui de tous les corps intermédiaires, les fédérations de travaux publics qui s'inquiètent avec nous. Donc on est dans un monde de fous. Vous avez eu des réponses de parlementaires ? Les parlementaires, j'ai eu des réponses, mais j'ai eu aussi des comportements incroyables. Il se trouve des parlementaires qui disent on va supprimer les départements. Enfin, attendez, c'est complètement fou. Supprimer les départements, c'est supprimer l'histoire de France. D'autre part, ceux qui prétendent qu'en supprimant les départements, on va régler le problème de la dépense, l'État est déjà dans l'incapacité de nous compenser les prestations sociales que nous versons en son nom.
Et certains on pense qu'on pourrait reprendre au niveau de l'État les compétences qui sont les nôtres. On veut le retour des DAS d'enfants, les DAS d'antan, pour la protection de l'enfant. Enfin, je vous le dis, parfois j'ai le sentiment d'être dans un monde de fous. Et je suis pas là pour défendre des boutiques. Je suis pas un populiste. J'ai été parlementaire pendant 24 ans. Je vois à peu près comment ça marche. J'étais membre d'un gouvernement. Mais aujourd'hui, je me désespère. Mais c'est les parlementaires ou vous comptez sur le Sénat? Gérard Larcher était présent hier. Est-ce que vous comptez sur le Sénat pour vous aider, pour rétablir les choses en matière financière? Mais bien sûr, mais vous connaissez l'ordonnancement français. La prise de décision française, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. S'il n'y a plus de budget, il y aura une loi spéciale, et puis peut-être qu'on va se retrouver avec des ordonnances, ce qui serait une situation inédite. Moi, je lance un appel, il nous faut un budget, et un budget responsable. Voilà, aujourd'hui, c'est une Là, pour le moment, ce que vous voyez à l'Assemblée, c'est pas responsable? Le budget à l'heure actuelle? Franchement, ce qui se passe à l'Assemblée me choque. Me choque. Quand j'entends dire on ne peut pas aider les départements au motif que ça va creuser le trou de la sécurité sociale. Enfin, c'est irresponsable. On est en train de mettre à terre les départements de France. Et on dit on ne peut pas les aider au motif qu'il y a de la sécurité sociale. On continue d'augmenter. Et la situation la plus encore invraisemblable, c'est que l'État, constatant nos difficultés, et les reconnaît aujourd'hui, mais nous appelle à contribuer au redressement des comptes publics. On nous avait dit, vous avez ce qu'on a appelé un dilico, c'est-à-dire on nous dit, participez au financement. Bon, vous vous rendez compte qu'on nous demande de participer, de verser une contribution sur des dépenses qui nous sont imposées. Alors là, franchement, mes bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. On va revenir dans le détail du budget, mais qu'est-ce que vous attendez ce matin comme annonce de Sébastien Lecornu ? Écoutez, vous savez, dans le contexte actuel, on nous parle aussi d'un nouvel élan de décentralisation. Vous savez, il y a une telle incertitude politique, je ne sais pas si le gouvernement sera là encore demain ou après-demain, je l'espère. Je l'espère. Parce qu'il faut retrouver le chemin de la stabilité. Donc en fait, vous n'attendez rien de ce matin du Premier ministre ? Mais si, j'attends du Premier ministre d'abord une indication forte, une reconnaissance des départements comme étant cet acteur majeur que nous sommes au service de la solidarité. On veut continuer d'assumer nos missions de solidarité parce que c'est la République. Sébastien Lecornu, il a été président de département. Est-ce que ça facilite le dialogue ? Est-ce que ça facilite les choses entre vous ? Mais bien sûr, c'est un ami. J'ai pour lui beaucoup de reconnaissance et à titre même... Et à titre politique, vous savez, il faut être courageux pour reprendre le manche en ce moment. 18 mois des présidentielles ou à quelques mois des présidentielles. Et puis, dans la situation politique qu'on traverse. Je sais qu'il a volonté de faire avancer les choses. Il l'a dit, il le fait. Mais maintenant, il est confronté à une Assemblée nationale qui, vous voyez, part dans tous les sens. Il s'en trouve même, je vous le répète, pour demander la suppression des départements. En tout cas, pour en rêver. Mais enfin, on est dans un monde de fous. Et qui a demandé ça ? Vous avez vu, je trouve que dans le groupe central, j'observe qu'il y a peu d'élus locaux, je le regrette profondément, parce que s'ils avaient une expérience d'élu local, peut-être ne porteraient-ils pas le même regard sur le destin français. Donc les macronistes ? Je ne désigne pas plus que cela. Il s'en trouve qu'il y en a qui nous accompagnent et qui nous aident, et qui sont très conscients que le département, ça participe de l'identité de la France et d'une idée française, et qu'il ne faut pas l'abandonner, ou en tout cas l'abandonner ses actions. Quelle est aujourd'hui la situation financière des départements ? Combien de départements sont en difficulté ? Écoutez, c'est très simple. En 3 ans, 2 ans et demi, nous avons eu 6 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Alors, pour vous en faire le détail à la Prévert, les extensions de Ségur, etc. Je ne dis pas que ce n'était pas légitime. Je ne dis pas que ce n'était pas attendu. Mais dans le contexte, il faut quand même éviter de charger la barque quand elle coule. Dans le même temps, et c'est ça qui fait que la situation est inédite, c'est que nous n'avons plus de recours à l'impôt. On a des dotations, on nous les a gelées. Et donc, en même temps, nous avons une baisse des revenus des DMTO. Donc, on est dans une situation d'étranglement total. Sur les frais de notaire. Oui, c'est ce qu'on appelle les frais de notaire, même s'il y a eu un geste du gouvernement pour nous autoriser à les augmenter, de 0,5. La réalité, c'est que nous avions 14 départements en difficulté, il y a 2 ans. 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes 54%. Plus personne ne conteste les chiffres. D'ailleurs, même ceux qui venaient nous donner des leçons, je leur ai rappelé quand même que si l'État avait géré aussi bien les finances publiques que les départements avaient géré les leurs, je ne pense pas qu'on se soit retrouvé dans l'État français avec 3 400 milliards d'euros de dettes. Donc, aujourd'hui, on est étranglé par la prestation. Et la prestation n'est pas compensée.
Mais est-ce que du coup, il faut revoir le modèle de financement des départements? Absolument. D'abord, le modèle de financement des prestations sociales que nous versons pour le compte de l'État. Pourquoi c'est important que ce soit nous qui continuions? Parce que nous sommes en proximité. Je pense qu'il faut aller davantage vers l'individualisation Donc de la il ne faut pas les nationaliser. Non, la renationalisation, c'est un non-sens. La protection de l'enfance, croyez-vous que l'État aujourd'hui central fera mieux que nous pour la protection de l'enfance? Moi, j'attends de l'État central qu'il prenne en charge les problèmes de santé, psychique, psychiatrique de nos jeunes, la protection des jeunes judiciaires des jeunes. On se retrouve avec des jeunes qui relèvent de faits de délinquance multiréitérants et qu'on nous reconfie chez nous parce qu'il n'y a pas de place en PJJ. Que l'État assume sa mission plutôt que de vouloir reprendre en main. Donc il faut qu'il décentralise, redonne confiance, assure un financement pérenne, solide, robuste, évolutif pour le paiement des prestations, c'est-à-dire prestations APA, RSA, etc. Aujourd'hui, c'est même pas compensé à 50%. Donc tout effort supplémentaire, c'est nous qui le prenons. Et ça représente 70% de nos budgets. Là, on représentait 54% hier. Donc vous voyez bien que la situation est intenable. L'année dernière, juste sur ces prestations sociales, Michel Barnier, qui était le Premier ministre lors de vos précédentes assises, avait promis de lancer le chantier de l'allocation sociale unique. Ça, ce serait la bonne réponse pour vous? Écoutez, ça, c'est l'allocation sociale unique, c'est l'accès au droit. Moi, je dis que l'automaticité de l'accès au droit, il faudrait quand même qu'en face des droits, on mette aussi quelques devoirs, et puis qu'on appelle chacun à la responsabilité. Mais vous avez dit que ça aurait permis d'alléger le poids des dépenses sociales des départements. Je n'ai jamais dit cela. Michel Barnier. Lui, il nous a dit l'allocation sociale unique va permettre d'avoir une transparence pour ceux qui accèdent à leurs droits et qu'on puisse faire un bilan total de l'ensemble des aides. Ça, c'est nécessaire, mais c'est pas ça qui va régler le problème. Ça, c'est du côté bénéficiaire. Moi, je pose la question du côté systémique, c'est-à-dire qu'il faut réinterroger nos systèmes sociaux. Jamais on a dépensé autant d'argent dans le système social et jamais on a eu un tel niveau d'insatisfaction. Il faut le réinterroger et en assurer le financement. On n'en peut plus des promesses prises par l'État et payées, financées par les départements sans compensation financière. Je vous ai dit... Donc de quelle manière on le réinterroge? On va droit dans le mur. D'abord, assurer le financement de la prestation. On est face au mur du vieillissement. Il n'y a rien de plus sûr que le vieillissement de la population. Rien de plus sûr puisque c'est de la démographie. On sait que les jeunes d'aujourd'hui deviendront vieux demain. On a ce choc devant nous. Comment est-ce qu'on le prépare? On avait une loi du bien vieillir, on avait une loi pour le financement du vieillissement de la population. Tout le monde regarde ça depuis des années et on voit la charge augmenter en direction des départements puisqu'on en finance pratiquement 65%. Vous voyez. Donc, on est dans tous les domaines, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment qu'on ait un financement pérenne. Nous, ce qu'on a demandé, c'est une part de CSG, puisque l'État la prélève pour nous en redonner pas assez, autant que nous la prélevions avec une modulation qui pourrait être une adaptation par département. Ensuite, ce qu'on demande, c'est surtout, et c'est ce que je demande au Premier ministre, c'est de sauver les départements et de sauver le versement des prestations à nos compatriotes. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Donc, je lui demande, on a objectivé les données, je lui demande un soutien de 600 millions d'euros, parce que sinon, on va droit dans le mur. Donc plus que ce qui était prévu, c'était 300 millions, je crois, dans le budget. Alors, le gouvernement a estimé que 300 millions, c'était de nature à répondre. Simplement, dans l'intervalle, on est passé de 15 départements à 54 départements en difficulté. Ça change tout. Donc, si on veut sauvegarder, remettre à niveau pour leur permettre... Donc, vous lui demandez de doubler le fonds de sauvegarde? Oui, je le demande de se mettre à niveau pour sauver les départements. Regardez, même des départements présumés riches, comme la Gironde ou d'autres départements qui sont plus en difficulté, comme l'Aisne, les Ardennes, et je pourrais en citer de nombreux, ces départements-là ne peuvent plus faire ça. La Gironde est aujourd'hui accompagnée, j'ose pas dire sous tutelle, on n'y en est pas loin, mais accompagnée pour pouvoir faire face. Il lui manquait 100 millions d'euros pour le budget supplémentaire pour boucler l'année. 100 millions d'euros. Donc, vous voyez les enjeux financiers dans lesquels nous sommes placés. Est-ce que pour vous, les départements doivent être exclus des collectivités à qui l'État demande un effort? C'est environ 5 milliards d'efforts qui est demandé aux collectivités. Est-ce que vous dites qu'il faut que les départements soient sortis de ces 5 milliards?
C'est trop. C'est trop d'abord les 5 milliards pour l'ensemble des collectivités. Je suis solidaire des régions de France et des maires de France pour dire que c'est trop. D'ailleurs, le Sénat... demande 2 milliards. Le Sénat est raisonnable. Il demande 2 milliards, c'est une contribution. Chacun a conscience qu'il faut qu'on participe du redressement. Notre situation est singulière parce que, je vous l'ai dit, 70% de nos dépenses sont imposées par le gouvernement. Elles ne sont pas pilotées. Donc, nous demander de participer à un effort de redressement sur des dépenses qu'on nous impose, sans avoir la ressource en face, mais imaginez, mais enfin, il n'y a pas besoin de faire une profonde analyse pour dire qu'effectivement, on est dans une situation singulière. Parce que nous sommes la strate des solidarités. Et que nous agissons dans ce domaine pour le compte de l'État en proximité. Est-ce que pour faire des économies, les collectivités doivent aussi diminuer le nombre de fonctionnaires ? Alors ça, vous savez, en même temps qu'on nous dit diminuer les fonctionnaires, en même temps, les mêmes qui nous disent cela sont ceux qui nous renforcent les critères d'accompagnement dans nos crèches, nos critères d'accompagnement dans nos MEX, nos critères d'accompagnement pour les personnes âgées. Bon, il y a un moment donné, c'est la soutenabilité du système. Hein, et donc, on a fait tous les efforts, vous savez, en matière de personnel. Mais par contre, il faut qu'on se mette en mode pause aussi, évidemment, sur les augmentations indifférenciées de traitement, et les points d'indice, etc. Il faut réinterroger nos systèmes. Je le dis comme ancien ministre de la fonction publique, pour redonner espoir à nos agents. Mais en même temps, ne pas avoir une systématisation des évolutions salariales qui sont extrêmement coûteuses et insoutenables. On a tous fait des efforts sur la maîtrise de nos agents. Mais après ça, vous savez, pour entretenir une route, pour accompagner une personne, il faudra toujours une personne en face. Il faudra toujours quelqu'un dans le camion pour dessaler l'hiver, puisqu'on va rentrer à la période hivernale, nos routes, pour les entretenir, pour refaire nos ponts. Il faudra toujours des personnes. Et il y a un moment donné, on ne pourra pas descendre de ça, sauf à dégrader. Et moi, je fais confiance, on a beaucoup travaillé à nos équipes, on a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle. On est en train de voir évoluer nos métiers à la vitesse grand V. Et les départements, en même temps qu'ils sont confrontés aux difficultés, sont les premiers à s'être engagés dans la data, dans l'intelligence artificielle, dans tous les outils du management, dans l'aménagement du territoire, dans les jumeaux numériques. D'ailleurs, on a créé à Département de France, Data Département, on est la première strate française à s'investir dans les domaines de la protection des données, y compris pour le compte des communes. Sébastien Lecornu, il a promis une loi de décentralisation avant les municipales. Qu'est-ce que vous en attendez? Que demandent les départements sur ce sujet? Vous savez, dans le contexte politique qu'on traverse, faut pas se raconter d'histoire. Il n'y aura pas de grand soir et de grand matin. Moi, je plaide pour. Mais il y aura une loi pour vous, ou il n'y aura même pas de loi de décentralisation? Écoutez, je ne sais pas quel sera le destin du gouvernement à la fin de l'épisode ou pendant l'épisode budgétaire. Bon, je crois qu'il y a une vraie volonté d'avoir un budget pour un certain nombre de partenaires, y compris le Parti socialiste. Et je tiens à saluer cet engagement. Maintenant, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va se passer après? J'en sais rien. Et personne ne le sait. Ça s'appelle l'incertitude et l'instabilité dans laquelle j'aimerais qu'on en sorte. Bien, donc ce que je souhaite tout simplement dans le contexte actuel, avant le rendez-vous présidentiel, qui sera celui dans lequel on devra, le candidat, je l'espère, afficheront leur projet pour la France et qu'on rentrera dans le fond du sujet, parce qu'on n'a pas eu de campagne présidentielle la dernière fois. Donc là, ce que j'attends plutôt là, c'est des améliorations d'efficience. Moi, j'ai fait quelques propositions très simples. D'abord, de redonner du pouvoir au préfet sur l'ensemble des agences, c'est partagé par le gouvernement. Et donc, cette déconcentration, elle sera utile. Puis en matière de déconcentration, je propose même qu'on aille au-delà. Les ARS sont régionales. Je crois qu'il faudrait les remettre sous l'autorité des préfets, qu'on a un dialogue plus construit. On a l'espèce d'administrations qui sont hors sol et avec lesquels le dialogue est parfois compliqué. Et puis je souhaite qu'on fasse une sorte de loi 3DS améliorée, c'est-à-dire qu'on retoilette tout ce que nous devons faire et tout ce serait beaucoup plus facile. C'est quoi, clarifier les compétences? Oui, je ne sais pas s'il faut le mot clarifier les compétences, c'est-à-dire il faut se réinterroger sur quel est le bon niveau pour agir au plus près et au mieux pour les Français. Donc redistribuer même des compétences? Pas simplement les redistribuer, les revisiter. Moi, je suis un partisan de revoir les lois Notret et MAPTAM. Même leurs auteurs, à l'époque socialiste, ont considéré qu'il fallait les revoir parce qu'ils n'ont pas atteint leurs promesses. Est-ce que la promesse des grandes régions était au rendez-vous sur la réindustrialisation française? On nous disait que c'était cela l'objectif, sur l'économie française, la revivifier. Est-ce que c'était au rendez-vous? Est-ce que les départements étaient au rendez-vous
de ce qu'ils avaient à faire, notamment protection de l'enfance, et pourquoi ça n'a pas bien marché, pourquoi ça a marché. Revenir sur ces grandes régions, revenir à des régions de taille plus modeste? Moi, je pense que le pays y aurait intérêt à revisiter tout cela. Parce que franchement, considérer que les choses sont immuables, c'est comme ça qu'on crée de la complexité. Je crois qu'on a... Donc on revient aux 22 régions d'antan? Vous savez, je souhaite qu'on reprenne le chemin du bon sens. On est durablement dans des difficultés financières. Durablement. Dans l'histoire de notre République, il y a 2 socles. Il y a la commune, parce que quand je vous poserai la question, vous êtes d'où? Vous allez me dire d'où vous êtes. Moi, je suis de Vito, j'habite à Vito. Et puis après, j'habite dans mon département, la Côte d'Or, qui est un département magnifique, comme tous les départements français. Et puis tout ça, c'est l'identité qui forge la France. Après, on a créé des territoires. Peut-être faut-il les réinterroger. Donc, réinterroger ce que nous faisons. Et moi, je plaide donc pour que, par exemple, les départements reprennent la pleine et entière compétence des réseaux. On a les routes départementales, on a déployé du très haut débit. Je pense qu'on pourrait travailler sur le domaine de l'eau, utilement pour le pays. Et on est à la bonne échelle. On pourrait travailler sur le problème de l'électricité, reprendre toutes ces compétences-là, les réseaux. Quelques questions politiques plus nationales pour terminer. Où se situe le centre? Où se situe l'UDI aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore un allié du gouvernement? Écoutez, vous savez, le gouvernement aujourd'hui, il a une durée de vie tellement limitée. Je crois que l'UDI il a une seule volonté, c'est d'abord que le pays s'en sorte et qu'on a un budget. Mais est-ce que vous êtes encore dans le même camp que Gabriel Attal, qu'Édouard Philippe? Écoutez, je me pose des questions. Parce que on peut pas continuer à jouer une carte de raidissement. Il faut que le dialogue se poursuive. Bien sûr, pas à n'importe quel prix. J'ai beaucoup regretté l'abandon de la réforme des retraites. Franchement, c'est quasiment irresponsable. Alors bien sûr qu'il faut l'adapter, pénibilité, la reprendre, l'ajuster, mais y renoncer quand tous les pays autour de nous ont pris en compte l'allongement de la durée de vie et leur relation au travail aussi. Donc vous ne vous sentez plus appartenir à ce qu'on a appelé le socle commun? Moi, je me sens aujourd'hui ailleurs. Je vais vous le dire franchement. Quand je vois le débat politique, sa pauvreté, quand je vois que des amis politiques d'Ensemble pour la République pointent du doigt la pseudo-indigence des départements, mais j'ai envie de leur dire, reprenez pied sur terre. Reprenez pied sur terre. Vous voyez vos collègues du Sénat pour essayer il n'y en a pas beaucoup, mais voyez, reprenez pied.